L'hôtesse de l'air a été licenciée pour vol en plein vol, et le millionnaire lui a posé une question. Sa réponse l'a fait tomber à genoux. Le soleil se couchait sur Paris, tandis que l'Airbus A320 de l'aéronautique nationale s'élevait dans le ciel. Élodie Morel ajusta son col d'uniforme et parcourut l'allée centrale d'un pas assuré. Son sourire professionnel parfaitement en place, malgré la fatigue qui commençait à peser sur ses épaules. « Un café, madame », proposa-t-elle à une femme élégante assise en première classe, l'épouse d'un politicien influent qu'elle avait reconnu d'après les briefings de prévol. « Volontiers », répondit la femme, retirant ses lunettes de soleil pour révéler un regard hautain. « Sans sucre ?» Élodie acquiesça poliment. Habituée au ton condescendant de certains passagers privilégiés, après 7 ans de service, rien ne pouvait ébranler son professionnalisme. Ce vol pour Lyon n'était qu'un de plus dans une carrière sans tache qu'elle avait construite avec acharnement. « Mademoiselle !» La voix de la femme claqua comme un fouet alors qu'Élodie revenait avec le café. « Mon collier, où est mon collier de saphir ?» La cabine devint soudain silencieuse, tous les regards convergeant vers Élodie qui, confuse, fixait la passagère agitée. « Votre collier, madame. Il était dans mon sac à main lorsque je me suis assoupie. Vous êtes la seule à être passée près de moi. » La suite se déroula comme dans un cauchemar. Le chef de cabine, le commandant de bord alerté, le sac fouillé sous les yeux accusateurs des autres passagers, puis, l'impensable, le petit écrin retrouvé dans la poche de service d'Élodie, celle qu'elle n'utilisait jamais. « Je n'ai rien fait », murmura-t-elle. Ses mains tremblantes. Quelqu'un a dû le mettre là. Je n'ai jamais. Mais personne ne l'écoutait. Les regards étaient devenus glacials. Les sourires courtois transformés en expressions de dégoût. À l'atterrissage, 2 policiers l'attendaient. L'humiliation fut totale lorsqu'ils l'escortèrent à travers l'aéroport de Lyon. Sous les yeux de collègues stupéfaits, au siège de la compagnie, le lendemain, la sentence tomba sans appel. Vol qualifié envers un passager, Mademoiselle Morel. La voix de la directrice des ressources humaines était froide comme l'acier. Nous n'avons pas d'autre choix que de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Madame Marceau, je vous en prie, supplia Élodie. J'ai consacré 7 ans de ma vie à cette compagnie, vérifié les caméras de sécurité, interrogé les autres membres d'équipage. Hélène Marceau rajusta ses lunettes sur son nez fin, un sourire imperceptible étirant ses lèvres minces. Les preuves sont accablantes, mademoiselle. La femme du ministre a décidé de ne pas porter plainte. Estimez-vous heureuse. Maintenant, veuillez rendre votre badge et quitter ces locaux. Une semaine plus tard, Élodie se tenait devant le miroir écaillé de sa petite salle de bain en banlieue parisienne, ses cheveux châtains, autrefois soigneusement coiffés sous son calot d'hôtesse, tombaient maintenant librement sur ses épaules. Dans ses yeux noisettes, l'étincelle de fierté s'était éteinte. « Hélo, tu vas être en retard. » La voix faible de sa mère adoptive résonna depuis la chambre voisine. « J'arrive. »« Maman !» Élodie accrocha machinalement le petit médaillon qu'elle portait toujours autour du cou. Son unique trésor, aussi inexplicable que précieux. La petite maison sentait les médicaments et l'humidité. Depuis sa chute dans l'escalier 3 ans plus tôt, Marthe Morel dépendait de soins constants que sa modeste pension de veuve ne couvrait pas. Thomas, le frère cadet d'Élodie, préparait son café dans la cuisine. Ses manuels de biologie étalés sur la table. « Tu devrais être à la bibliothèque », remarqua-t-elle en embrassant son front. « Je réviserai plus tard. » À 19 ans, Thomas avait le regard déterminé de ceux qui savent exactement où ils vont. Le concours de médecine n'est que dans 6 mois. « Et tu vas le réussir », affirma Élodie en vérifiant le contenu de son sac. « Tu as reçu l'ordonnance du DR, Lefebvre pour maman. » Thomas hocha la tête, soudain grave. « C'est combien maintenant ? Ne t'inquiète pas pour ça. » « Mais comment tu vas ? » J'ai dit ne t'inquiète pas. Élodie força un sourire. J'ai un entretien cet après-midi. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'entretien en question était pour un poste de femme de ménage à l'aéroport régional de Clermont-Ferrand. 3 heures de trajet aller, 3 heures retour, un salaire minimal. La chute était vertigineuse. L'aéroport de Clermont-Ferrand n'avait rien du luxe de Charles de Gaulle. Petit, provincial, avec ses quelques vols quotidiens et son personnel réduit, il semblait presque se moquer d'elle, lorsque Élodie poussa la porte du bureau administratif. Un homme en uniforme de la maintenance l'accueillit avec un regard indifférent. « C'est pour le poste de nettoyage ?» demanda-t-il sans préambule. « Ton CV dit que t'étais hôtesse de l'air. »« Oui », répondit Élodie, serrant son sac à main.
Pendant 7 ans. Et maintenant tu veux nettoyer des chiottes d'aéroport. Il renifla sceptique. Ça cache quoi? Rien. J'ai besoin de ce travail, c'est tout. L'homme la dévisagea longuement. 6 mois d'essai, tu commences à 5 heures. Tu finis à 13 heures, 6 jours sur 7. Ça te va. Élodie acquiesça, la gorge serrée. Quelques minutes plus tard, elle sortit avec son contrat et un uniforme gris trop grand, emblème de sa nouvelle condition. Sur le quai désert, attendant le train qui la ramènerait à Paris, Élodie regarda les avions décoller. Un A320, semblable à celui qu'elle avait servi pendant des années, s'éleva gracieusement vers les nuages. Une larme solitaire roula sur sa joue. Son premier jour fut aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Le sol collant des toilettes publiques, les regards méprisants des voyageurs pressés, l'odeur âcre des produits d'entretien qui remplaçaient celle des parfums de luxe de la première classe. Mais le pire était de voir les équipages traverser le hall, élégants et fiers dans leurs uniformes impeccables. « Eh, la nouvelle !» lança son superviseur. « Il y a eu un incident dans les sanitaires hommes. Dépêche-toi. » Élodie saisit son chariot et se dirigea vers les toilettes, les yeux baissés. C'est alors qu'un homme élégant en costume sombre la bouscula légèrement. « Excusez-moi », dit-il distraitement avant de s'arrêter net. Quelque chose dans son regard changea. Il l'observa comme s'il voyait un fantôme. Élodie détourna rapidement les yeux, gênée par son uniforme gris et son chariot. Elle s'éloigna, sentant le regard de l'homme peser sur son dos. « Ce n'est rien », murmura-t-elle pour elle-même. « Ce n'est qu'un travail, hein, pour maman, pour Thomas. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. » Mais au fond d'elle-même, tandis qu'elle nettoyait les traces d'un déjeuner mal digéré, Élodie savait que quelque chose s'était brisé. Sa dignité, peut-être, ou plus probablement, la confiance qu'elle avait mis tant d'années à construire. Ce soir-là, épuisée par les heures de transport et l'humiliation, Élodie rangea son médaillon dans un tiroir. Pour la première fois depuis qu'elle se souvenait, elle ne le porta pas pour dormir. Cette nuit-là, les cauchemars revinrent, plus vivaces que jamais, des chutes vertigineuses, des cris, le bruit assourdissant d'un moteur d'avion qui s'étouffe, et toujours ce visage inconnu qui hurlait son nom, pas Élodie, non, un autre nom qu'elle n'arrivait jamais à saisir. À des kilomètres de là, dans une suite luxueuse d'un hôtel parisien, Philippe Carpentier fixait la nuit à travers la fenêtre, un verre de cognac à la main. L'image de cette femme de ménage ne quittait pas son esprit. Ce geste, cette façon de replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille, et surtout, cette petite marque en forme de demi-lune qu'il avait aperçue sur son cou. « Jacques », murmura-t-il pour lui-même, « serait-ce possible que je l'ai enfin trouvé ?» La limousine noire glissait silencieusement sur l'autoroute. Dévorant les kilomètres qui séparaient l'aéroport de Clermont-Ferrand de Paris, Philippe Carpentier regardait défiler le paysage. Mais son esprit était ailleurs, obnubilé par cette rencontre fortuite qui venait de bouleverser sa journée. « Voulez-vous que j'accélère, monsieur ?» demanda le chauffeur, rompant le silence. « Votre réunion au siège ?»« Non, Jean, prenez votre temps. » Philippe desserra sa cravate d'un geste là. « Appelez Bertrand et dites-lui que je serai en retard. » À 49 ans, Philippe Carpentier imposait naturellement le respect. Grand, élégant, le visage buriné par des années d'expatriation et les yeux d'un gris acier qui semblait toujours analyser son environnement. Après avoir passé les 10 dernières années à développer les filiales asiatiques du groupe, son retour en France avait fait l'effet d'une bombe dans le milieu des affaires. Il sortit son téléphone et composa un numéro rarement utilisé. « Docteur Moreau, c'est Philippe Carpentier. »« Philippe ?» La voix de l'homme âgé trahissait sa surprise. « Cela fait des années. Je sais. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin d'une confirmation. La marque de naissance des Delorme. Elle prenait quelle forme exactement ? Un silence, une demi-lune, sur la nuque, juste sous l'oreille gauche. Pourquoi cette question après tant d'années ? Philippe ferma les yeux, son cœur battant plus fort. « Je crois que je l'ai trouvée, docteur. Je crois que j'ai trouvé la fille de Jacques. » 23 jours plus tôt, Philippe Carpentier débarquait à l'aéroport Charles de Gaulle. Après un vol de 12 heures depuis Shanghai, le conseil d'administration l'avait rappelé d'urgence. Les résultats trimestriels étaient catastrophiques. Des rumeurs de corruption commençaient à circuler et la réputation de l'aéronautique nationale, jadis fleuron du transport aérien français, se ternissait. Dans la salle VIP de l'aéroport, il fut accueilli par Bertrand Leroy.
son directeur financier et ami de longue date. « La situation est pire que ce que nous pensions », annonça Bertrand sans préambule, lui tendant une chemise de documents. « Hélène a pris des libertés considérables en ton absence. »« Ma chère demi-sœur n'a jamais su se contenter de ce qu'elle avait, » répondit Philippe, parcourant rapidement les chiffres. « Mais là, ça dépasse l'entendement. Elle a placé ses pions partout, RH, marketing, même au sein du conseil. » Philippe referma le dossier d'un geste sec. « J'ai 2 missions en revenant en France, Bertrand. Redresser cette entreprise que Jacques et moi avons bâtie et, il hésita, puis baissa la voix, et tenir une promesse. » Bertrand hocha la tête. Conscient de la gravité de ce second objectif, peu de personnes connaissaient les dernières paroles de Jacques Delorme. Avant ce tragique accident d'avion, 20 ans auparavant, Philippe n'avait jamais cessé de chercher, même depuis l'autre bout du monde. Les jours suivants furent consacrés à reprendre le contrôle. Philippe s'installa dans l'ancien bureau de Jacques, qu'Hélène n'avait jamais osé occuper malgré ses ambitions. Au mur, les photos des premiers avions de la compagnie, alors modeste start-up devenue empire. Et cette photo, en particulier, que Philippe contemplait souvent, lui et Jacques, jeunes entrepreneurs, sur le tarmac du premier aéroport qu'ils avaient desservi, Clermont-Ferrand, un problème avec mon rapport. La voix d'Hélène le tira de sa contemplation. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, impeccable dans son tailleur gris anthracite. « Plusieurs, en fait », répondit Philippe sans se retourner, notamment la section concernant les licenciements récents. Hélène s'avança, son parfum trop capiteux envahissant la pièce. « La discipline est essentielle dans notre secteur. Je ne tolère aucun écart. Comme ce vol de bijoux en plein vol. Bijoux... » Un imperceptible tressaillement agita la paupière d'Hélène. L'affaire Morel, une évidence. L'épouse du ministre Cazeneuve a formellement identifié la coupable. Philippe se tourna enfin, scrutant le visage de sa demi-sœur. À 47 ans, Hélène Marceau conservait une beauté glaciale que l'âge avait à peine entamée. Ils avaient le même père, un industriel mort trop tôt, mais pas la même vision des affaires, ni de la vie. « Je veux revoir ce dossier », déclara-t-il. « Et tous les licenciements des 2 dernières années. Pourquoi cette obsession soudaine pour les ressources humaines? Tu n'as jamais... » Parce que c'est aussi ça. Diriger une entreprise, Hélène, s'assurer que justice soit rendue. La directrice des ressources humaines s'était retirée, contrariée mais impuissante face à l'actionnaire majoritaire. Ce soir-là, Philippe avait feuilleté des dizaines de dossiers, à la recherche d'un indice, d'une anomalie, et puis, il était tombé sur la photo d'identité d'Élodie Morel, ce visage, ces traits, cette façon de sourire, légèrement asymétrique, exactement comme Jacques. Philippe avait passé la nuit à comparer cette photo avec de vieilles images de son ami, troublé par la ressemblance. Sa décision de visiter l'aéroport de Clermont-Ferrand n'avait rien de professionnel. Une intuition, un pressentiment, selon le dossier, Élodie Morel y avait trouvé un emploi de femme de ménage après son licenciement. La voir de ses propres yeux était devenue une obsession. À présent, alors que sa limousine approchait de Paris, Philippe revivait ce moment où il l'avait croisée, ce bref instant où leurs regards s'étaient croisés, la surprise, puis la gêne dans ses yeux, et ce geste, ce simple geste de replacer une mèche rebelle derrière l'oreille, révélant furtivement cette marque en forme de demi-lune. Son téléphone vibra. Un message de Bertrand. Réunion reportée. Hélène furieuse. Cazeneuve a appelé. Philippe fronça les sourcils. Olivier Cazeneuve, ancien pilote devenu ministre des Transports, un nom qui revenait souvent dans les affaires troubles de la compagnie. Quel lien avait-il avec Hélène? La limousine s'arrêta devant l'immeuble Art déco qui abritait le siège de l'Aéronautique nationale. Philippe resta un moment dans la voiture, réfléchissant à sa prochaine action. « Jean, dit-il finalement à son chauffeur, je veux que vous retourniez à Clermont-Ferrand demain. Trouvez cette femme, Élodie Morel. Découvrez tout ce que vous pouvez sur elle, discrètement. » « Bien, monsieur. » Dans le hall d'entrée, Philippe fut immédiatement happé par l'agitation habituelle. Secrétaire, cadre, tous s'écartèrent respectueusement sur son passage. Au 32e étage, Bertrand l'attendait, visiblement nerveux. « Cazeneuve veut te voir, » annonça-t-il sans préambule. Il a appelé 3 fois. « Qu'est-ce qu'il me veut ?» Aucune idée, mais Hélène était avec lui hier soir. Dîner privé au Bristol. Philippe hocha la tête, pensif. « Intéressant. Fixe-lui un rendez-vous, mais pas avant la semaine prochaine. J'ai d'autres priorités. » Dans son bureau,
Il s'installa face à la baie vitrée qui dominait Paris. 20 ans plus tôt, dans cette même pièce, Jacques lui avait confié sa plus grande peur. Quelqu'un cherchait à lui nuire au sein même de l'entreprise. 2 semaines plus tard, son avion privé s'écrasait, tuant Jacques et son épouse Elisabeth. Ma fille a survécu, Hélène l'a cachée, trouve-la et protège-la. Elle porte notre secret. Les dernières paroles de Jacques sur son lit d'hôpital. Avant que son cœur ne cède, pendant 20 ans, Philippe avait cherché des détectives privés, des recherches dans les registres d'adoption, des voyages dans les moindres recoins où Hélène aurait pu dissimuler une enfant, sans succès. Et maintenant, par un hasard inouï, cette femme de ménage dans un aéroport provincial, avec la marque des Delorme, avec le visage de Jacques, il sortit à nouveau la photo d'identité d'Élodie Morel du dossier. « Est-ce que c'est toi, Manon ?» murmura-t-il. « Est-ce que c'est vraiment toi ?» Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas la porte s'ouvrir. Hélène se tenait dans l'encadrement, observant la scène avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait neutre. Philippe rangea calmement la photo. « Une employée licenciée injustement, je pense. Tu perds ton temps avec ces détails administratifs, Philippe. L'entreprise a besoin de toi pour des décisions stratégiques, pas pour. Je décide où mon temps est le mieux investi, Hélène. » Son ton était calme, mais sans appel. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un appel important à passer. » Restée seule dans le couloir, Hélène Marceau serra les poings, jusqu'à ce que ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncent dans ses paumes. Son plan, si soigneusement élaboré pour écarter Élodie Morel, venait-il d'échouer? Dans son bureau, Philippe fixait l'horizon parisien, une détermination nouvelle brillant dans son regard. Cette fois, il ne laisserait personne faire obstacle à sa promesse. Cette fois, il protégerait la fille de Jacques. Quel qu'en soit le prix, Hélène Marceau claqua la porte de son bureau, faisant sursauter sa secrétaire. Les talons de ses escarpins loup-boutin martelèrent le parquet luxueux, tandis qu'elle se dirigeait vers la baie vitrée. Dehors, Paris s'étendait, indifférente à la tempête qui faisait rage en elle. Cette photo entre les mains de Philippe, Élodie Morel, comment avait-il pu la remarquer parmi les centaines de dossiers? Hélène se servit un verre de cognac qu'elle but d'un trait, chose qu'elle ne faisait jamais avant le soir. Son téléphone vibra. Olivier Cazeneuve. Encore lui. « Pas maintenant », murmura-t-elle en rejetant l'appel. Elle ferma les yeux et se laissa submerger par les souvenirs. 20 ans plus tôt, une époque où elle était encore pleine d'espoir, où son obsession pour Jacques Delorme consumait chaque parcelle de son être. « Tu es magnifique ce soir, Hélène », avait dit Jacques lors de cette soirée de gala. Un compliment banal, professionnel, sans la moindre once de désir. Hélène avait pourtant passé des heures à se préparer. Sa robe vert émeraude spécialement choisie pour faire ressortir ses yeux. « Je pensais que nous pourrions dîner ensemble demain », avait-elle suggéré, effleurant intentionnellement son bras. Pour discuter de la réorganisation du département, Jacques avait souri poliment. « Impossible, malheureusement. Elisabeth et moi emmenons Manon au ballet, une autre fois peut-être. » Toujours Elisabeth, toujours cette épouse parfaite, et leur précieuse petite Manon. Hélène les haïssait de tout son être. Elle, la brillante Hélène Marceau, diplômée de HEC, réduite au rang de collègue, alors qu'elle méritait d'être bien plus, cette nuit-là, dans les bras d'Olivier Cazeneuve, alors simple pilote et son amant occasionnel, elle avait pleuré de rage. « Il ne me verra jamais autrement que comme sa responsable RH », avait-elle sangloté. Olivier avait ricané. « Tu sais ce qu'on dit, pas de femme, pas d'enfant. » La plaisanterie macabre avait figé Hélène. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Olivier s'était redressé dans le lit, soudain sérieux. « Rien, oublie ça. » Mais l'idée avait germé, insidieuse d'abord. Puis de plus en plus concrète, des semaines plus tard, après plusieurs verres de trop, Olivier lui avait confié les vulnérabilités des systèmes de navigation des jets privés. « Tu pourrais vraiment manipuler ça ?» avait-elle demandé, feignant l'horreur tout en sentant l'excitation monter. « Je pourrais », avait-il répondu, suffisamment ivre pour se vanter. Mais ce serait de la folie. Le plan s'était formé progressivement, subtil, indétectable, un dysfonctionnement qui ne laisserait aucune trace. Juste Jacques, seul dans son avion, comme il en avait l'habitude pour ses voyages d'affaires vers Nice. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était qu'Elisabeth serait du voyage ce jour-là. La sonnerie du téléphone la ramena brutalement au présent.
Olivier, encore, cette fois. Elle décrocha. « J'exige de te voir », dit-il sans préambule. « Maintenant, je suis occupé. C'est non négociable. » 30 minutes plus tard, dans un café discret du 16e arrondissement, Olivier Cazeneuve fixait Hélène avec une hostilité à peine voilée. À 54 ans, l'ancien pilote devenu ministre conservait un charme désuet et une arrogance que le pouvoir avait décuplée. « Philippe fouille dans les dossiers de licenciement », dit-il en baissant la voix. « Si jamais il découvre quelque chose sur cette fille, il ne découvrira rien, » coupa Hélène. « L'affaire Morel est classée. Une voleuse prise la main dans le sac. Une voleuse qui porte la marque des Delorme. » Hélène blêmit. « Comment sais-tu ? Je ne suis pas idiot, Hélène. » La ressemblance avec Jacques. Cette marque de naissance. J'ai compris qui elle était dès que tu m'as parlé de ton plan pour l'éliminer de l'entreprise. Olivier se pencha en avant, menaçant. Si Philippe découvre que Manon Charpentier est vivante, il voudra savoir ce qui s'est réellement passé il y a 20 ans. Et je te rappelle que si je tombe, tu tomberas avec moi. Tu m'as manipulé, siffla Hélène. L'accident ne devait toucher que Jacques. Jamais je n'aurais voulu. Épargne-moi tes remords tardifs, ricana Olivier. Tu étais parfaitement consentante. Maintenant, j'ai besoin que tu m'assures l'appui de Philippe pour le contrat des nouveaux A350. Le ministère va lancer l'appel d'offres le mois prochain. Du chantage, vraiment. De la survie mutuelle. Quelques heures plus tard, Hélène était de retour à son bureau, l'esprit en ébullition. Elle se souvenait parfaitement de ce jour, 7 ans auparavant, où elle avait reconnu Élodie Morel lors de sa première journée de formation. Cette sensation vertigineuse, ce choc en voyant le fantôme de Jacques dans cette jeune femme de 21 ans, son premier réflexe avait été de la faire renvoyer immédiatement. Puis, la curiosité l'avait emportée. Comment cette enfant qu'elle avait confiée à une famille modeste du fin fond de la Corrèze avait-elle pu se retrouver à l'Aéronautique nationale? Une coïncidence cruelle, ou l'œuvre du destin, Hélène avait décidé de la garder sous surveillance. Élodie Morel, autrefois Manon Charpentier, ne semblait avoir aucun souvenir de son passé. Le traumatisme de l'accident, sans doute, pendant 7 ans, Hélène l'avait observé, fascinée par cette réincarnation de Jacques. Attendant le moindre signe qui indiquerait que la jeune femme commençait à se souvenir, c'est lors d'une cérémonie de remise de médailles que tout avait basculé. Élodie, recevant une distinction pour ses années de service, avait machinalement repoussé une mèche de cheveux, révélant cette marque en 2001. Dans la salle, un vieux steward à la retraite avait froncé les sourcils, murmurant à son voisin « Étrange, cette marque me rappelle celle de Jacques Delorme. » Le lendemain, Hélène avait remarqué le médaillon qu'Élodie portait discrètement sous son uniforme, une antiquité sans valeur apparente. Mais que la petite Manon refusait obstinément de quitter après l'accident, comment avait-elle pu négliger ce détail? Le retour annoncé de Philippe avait précipité sa décision. Il fallait éloigner Élodie avant qu'il ne puisse la voir. L'accusation de vol, parfaitement orchestrée avec l'aide involontaire de l'épouse d'Olivier, avait été d'une efficacité redoutable, et maintenant, tout risquait de s'effondrer. Le soir tombait sur Paris quand Hélène pénétra dans l'ancien bureau de Jacques, maintenant occupé par Philippe. Il était absent, probablement en réunion. L'occasion était trop belle. Elle fouilla méthodiquement, cherchant le dossier d'Élodie, rien sur le bureau, rien dans les tiroirs accessibles, le coffre-fort, peut-être, impossible. Elle n'en connaissait pas la combinaison. Tu cherches quelque chose? La voix de Philippe la figea sur place. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, impassible. J'avais besoin du rapport trimestriel pour la réunion de demain, improvisa-t-elle. Sur mon bureau, dans mes tiroirs, Philippe s'avança lentement. Tu me prends pour un imbécile, Hélène. Pas du tout, j'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui, coupa-t-il en s'asseyant nonchalamment sur le bord du bureau. Le DR, Moreau, tu te souviens de lui? Hélène sentit un frisson glacé parcourir son échine. Le médecin de famille des Delorme, celui qui avait soigné Manon depuis sa naissance. Vaguement, mentit-elle. Il m'a confirmé un détail fascinant sur les Delorme. Cette marque de naissance en forme de demi-lune, transmise de génération en génération. Jacques l'avait, son père aussi. Philippe la fixa intensément. Et sa fille également. Philippe, je ne vois pas où tu veux en venir. Vraiment, il se leva, dominant Hélène de toute sa taille. Alors laisse-moi être plus clair. Je vais rouvrir l'enquête sur l'accident de Jacques.
Je vais personnellement réexaminer le cas d'Élodie Morel. Et si je découvre que tu as le moindre lien avec l'une ou l'autre de ces affaires, je te détruirai. » Hélène recula d'un pas, son masque de confiance se fissurant. « Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. » »« Pas encore. » Le sourire de Philippe était glacial. « Mais j'ai tout mon temps, et des ressources que tu ne peux pas imaginer. » Lorsqu'elle quitta le bureau, Hélène tremblait de rage et de peur. Dans son sac, son téléphone vibra à nouveau. Un message d'Olivier. « Rendez-vous ce soir à 22h au même endroit. J'ai un plan pour nous débarrasser définitivement du problème Morel, dans son appartement luxueux avec vue sur la tour Eiffel. » Hélène versa le contenu d'une fiole dans son verre de vin, hésitant un instant avant de le boire. Les somnifères l'aideraient à affronter cette nuit sans cauchemar, avant de sombrer dans un sommeil artificiel. Ses yeux se posèrent sur une vieille photo qu'elle gardait cachée dans un tiroir. Jacques Delorme, souriant, avec sa femme et leur petite fille de 8 ans. Une photo volée lors d'un pique-nique d'entreprise. « Tu ne gagneras pas cette fois, Jacques, » murmura-t-elle, la conscience déjà embrumée. « Ta précieuse Manon ne reviendra pas d'entre les morts. Je ne le permettrai pas. » Tandis que Paris s'illuminait sous sa fenêtre. Hélène Marceau s'enfonçait dans un sommeil peuplé de corps brisés et de flammes dévorant un avion. Dans son cauchemar, une petite fille aux yeux sombres et à la marque en demi-lune la fixait avec une intensité insoutenable et murmurait « Je me souviens de tout ». L'aube grise se levait sur Clermont-Ferrand quand Élodie poussa la porte des vestiaires de l'aéroport. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son premier jour, et pourtant, l'humiliation restait aussi vive. Elle enfila son uniforme de femme de ménage, attacha ses cheveux en queue de cheval et commença sa journée. Les couloirs étaient encore déserts. Élodie appréciait ces moments de calme avant l'arrivée des voyageurs. Poussant son chariot, elle s'arrêta devant la baie vitrée donnant sur les pistes. Un jet privé venait d'atterrir, élégant et racé comme ceux qu'elle avait autrefois servis. « Bonjour, mademoiselle Morel. » La voix masculine la fit sursauter. Se retournant, elle reconnut immédiatement l'homme qui l'avait dévisagé quelques semaines plus tôt. Grand, distingué, dans un costume qui criait fortune. « Bonjour, » répondit-elle avec méfiance. « Je peux vous aider, Philippe Carpentier ?» se présenta-t-il en tendant la main. « Je souhaiterais m'entretenir avec vous quelques minutes. » Élodie hésita, avant de serrer cette main tendue. « Je suis en service. Monsieur, mon superviseur, j'ai déjà parlé avec lui. Vous êtes libéré pour la prochaine heure. » La petite cafétéria de l'aéroport était presque vide. Assis face à face, ils formaient un tableau surréaliste, lui dans son costume Armani, elle dans son uniforme gris trop grand. « Que me voulez-vous exactement ?» demanda Élodie, mal à l'aise. Philippe l'observa un instant, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai examiné votre dossier à l'Aéronautique nationale. Votre licenciement me semble problématique. » Problématique. Élodie eut un rire amer. « J'ai été accusée de vol, humiliée publiquement et virée sans préavis. C'est plus que problématique, c'est injuste. C'est précisément pourquoi je suis ici. » Philippe sortit une carte de visite qu'il posa sur la table. « Je pense que vous avez été victime d'une machination. » Élodie examina la carte. Président-directeur général, actionnaire majoritaire. La réalisation la frappa comme une gifle. « Vous êtes le patron de l'Aéronautique nationale. L'un des propriétaires, oui. » Elle repoussa brusquement la carte. « Alors c'est ça. Vous venez voir de vos propres yeux ce qu'est devenu l'Aéromossa déchu. Un petit voyage touristique dans les bas-fonds pour vous donner bonne conscience. » « Nullement, je suis venu vous offrir un emploi. » Le silence s'installa, rompu uniquement par les annonces de vol en fond sonore. « Un emploi, » répéta lentement Élodie. « Quel genre d'emploi ? J'ai plusieurs entreprises, mademoiselle Morel. L'une d'elles, Horizon Nouveau, est une agence de voyage haut de gamme à Paris. Ils recherchent une conseillère clientèle avec expérience dans l'aviation. Le salaire est 30% supérieur à celui que vous aviez à l'aéronautique. » Élodie croisa les bras. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ? Disons que vous me rappelez quelqu'un. Je n'accepte pas la charité, monsieur Carpentier. » « Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. » Philippe se pencha en avant, et peut-être aussi de l'intuition. 2 jours plus tard, Élodie tournait nerveusement en rond dans le petit salon de la maison familiale. Sa mère, assise dans son fauteuil habituel, l'observait avec inquiétude. « Moi, tu vas user le plancher, ma chérie, » remarqua Marthe doucement. « Je ne sais pas quoi faire, maman. »
Élodie s'arrêta, passant une main dans ses cheveux. C'est une opportunité incroyable, mais... Mais quoi? Tu passes 6 heures par jour dans les transports pour nettoyer des toilettes? Ce monsieur t'offre un vrai travail, un bon salaire à Paris. Justement, c'est trop beau. Personne n'offre un poste comme ça à une inconnue sans raison. Thomas, qui écoutait depuis la cuisine, intervint. Tu crois qu'il a des arrière-pensées? Je ne sais pas. Élodie tripota machinalement son médaillon. Il m'a regardé d'une façon étrange, comme s'il me connaissait. Il est comment physiquement? Demanda Thomas avec un sourire taquin. Thomas, s'indigna Élodie, mais un léger sourire trahit son amusement. Il a la cinquantaine, élégant, distingué, pas mon genre du tout. Tu devrais accepter, insista Marthe. Pour toi? Pour nous, si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours revenir. Le téléphone d'Élodie vibra, un message de Philippe Carpentier. J'espère que vous réfléchissez à ma proposition, le poste est disponible dès lundi si vous l'acceptez. Le lundi suivant, Élodie pénétrait dans l'immeuble Art déco qui abritait Horizon Nouveau. Rue du Faubourg Saint-Honoré, un monde différent de l'aéroport régional, luxe discret, clientèle fortunée, ambiance feutrée, la directrice de l'agence, Camille Fournier, l'accueillit chaleureusement. Monsieur Carpentier nous a beaucoup parlé de vous. Votre expérience en première classe sera précieuse pour notre clientèle. La journée passa en formation et présentation. Élodie se surprit à apprécier ce nouveau défi, utilisant ses connaissances pour conseiller les clients sur leur voyage. À la fin de la journée, Camille lui remit une enveloppe, une avance sur salaire, de la part de Monsieur Carpentier, et les clés d'un studio dans le 15e. L'entreprise le met à votre disposition pour le premier mois, le temps que vous trouviez un logement. Élodie fixa l'enveloppe, partagée entre gratitude et suspicion. C'est très généreux, mais... Ne vous inquiétez pas, sourit Camille. Monsieur Carpentier fait ça pour tous les employés qui viennent de province. C'est un homme d'affaires, mais il a un grand cœur. En sortant de l'agence, Élodie fut surprise de trouver Philippe Carpentier qui l'attendait, appuyé contre une Bentley noire. « Première journée satisfaisante », demanda-t-il. « Très, je vous remercie pour cette opportunité, et pour l'avance, et le studio. » « Mais c'est... trop. » Il sourit légèrement. « Considérez cela comme une réparation pour l'injustice que vous avez subie. Pourquoi faites-vous tout ça? La vraie raison, cette fois. » Philippe hésita avant de répondre. « Vous ressemblez énormément à quelqu'un que j'ai connu. Un ami très cher. Disparu il y a longtemps. C'est tout. Pour l'instant, oui. » Il ouvrit la portière de sa voiture. « Puis-je vous déposer quelque part? Votre famille doit vous attendre. Ma mère et mon frère, oui. Mais je vais prendre le métro, merci. » Élodie recula d'un pas. « Je préfère garder une certaine... distance professionnelle. » Philippe sourit, visiblement amusé par sa prudence. « Comme vous voudrez, mademoiselle Morel. Bonne soirée. » Tandis qu'il s'éloignait, Élodie fut saisie d'une étrange mélancolie. Cet homme lui était totalement étranger. Et pourtant, quelque chose en lui éveillait un sentiment inexplicable de familiarité. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine étonnamment agréable. Élodie excellait dans son nouveau poste. Sa connaissance intime des compagnies aériennes et des aéroports faisant merveille auprès des clients exigeants, elle avait trouvé un petit appartement abordable à Montrouge, pas trop loin du centre mais suffisamment accessible pour que sa mère et Thomas puissent venir s'installer avec elle. La santé de Marthe s'améliorait graduellement dans ce nouvel environnement, et Thomas avait trouvé une bibliothèque parfaite pour réviser son concours. Philippe Carpentier passait occasionnellement à l'agence, échangeant quelques mots courtois avec Élodie, mais respectant toujours la distance qu'elle avait imposée. Tout semblait enfin s'arranger, jusqu'à ce jour pluvieux d'octobre, où Élodie, en classant des documents, tomba sur une photo dans un magazine de voyage. Une photo de Philippe Carpentier, plus jeune, aux côtés d'un homme qui lui ressemblait étrangement. La légende indiquait « Les fondateurs de l'aéronautique nationale ». Philippe Carpentier et Jacques Delorme, 1995. Ce visage, Élodie sentit son cœur s'emballer, un sentiment de déjà-vu si puissant qu'il lui donna le vertige. Elle connaissait ce visage. Mais d'où, ce soir-là, le cauchemar fut plus vivace que jamais. L'avion, les cris, les flammes, et ce visage, celui de la photo, qui lui souriait avant que tout n'explose. À l'autre bout de Paris, dans son penthouse des Champs-Élysées, Philippe Carpentier recevait un appel du détective privé qu'il avait engagé. « J'ai retrouvé les documents d'adoption, monsieur. Élodie Morel.
née Manon Charpentier, adoptée en 2004 par Marthe et Robert Morel. À Brive-la-Gaillarde, l'intermédiaire était une certaine Hélène Marceau, qui s'est présentée comme la marraine de l'enfant. Philippe ferma les yeux, submergé par l'émotion. Avez-vous les preuves définitives, le test ADN ? Pas encore, monsieur, mais j'ai trouvé autre chose. Le rapport d'autopsie de Jacques Delorme mentionne une montre à gousset disparue dans l'accident. Or, le médaillon que porte constamment mademoiselle Morel ressemble étrangement à cette description. Il pourrait s'agir du même objet. Trouvez-moi ce test ADN, ordonna Philippe, et continuez à surveiller Hélène Marceau. Je veux savoir qui elle rencontre, ce qu'elle fait, chaque détail compte. Il raccrocha, fixant la photo de Jacques encadrée sur son bureau. Je l'ai retrouvée, mon ami, murmura-t-il. Je tiendrai ma promesse. Dans son appartement de Montrouge, Élodie se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le médaillon serré dans son poing. Pour la première fois depuis des années, un nom avait traversé son cauchemar. Un nom qu'elle avait oublié, mais qui, soudain, semblait résonner dans tout son être. « Papa », avait-elle murmuré dans son sommeil. « Papa Jacques, tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Thomas en aidant Élodie à arranger les hors-d'œuvre sur un plateau. « Invitez ton patron à dîner chez nous. Ex-patron », corrigea Élodie en vérifiant une dernière fois la table. « Et c'est juste un dîner de remerciement. Sans lui, on serait encore à Clermont-Ferrand. » L'appartement de Montrouge, bien que modeste, avait été métamorphosé pour l'occasion. Fleurs fraîches, nappes repassées, et même le vieux piano de Marthe, hérité de sa grand-mère, avait été accordé pour l'occasion. « Je trouve ça bizarre quand même », insista Thomas. « Un type riche qui s'intéresse soudainement à toi, tu ne trouves pas ça suspect ?» Élodie s'arrêta, les mains pleines de serviettes pliées. « Bien sûr que si, mais je préfère le garder à l'œil. Et puis, j'ai besoin de comprendre pourquoi il me regarde comme s'il me connaissait. » La sonnette retentit à 20 heures précises. Philippe Carpentier se tenait sur le seuil, une bouteille de champagne millésimée dans une main, un bouquet de lys blanc dans l'autre. « Merci de m'accueillir chez vous », dit-il en entrant, ses yeux parcourant discrètement l'appartement. Marthe, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, se redressa légèrement. « Alors c'est vous, le fameux bienfaiteur de ma fille. »« Je n'irai pas jusque-là, Madame Morel », sourit Philippe en lui serrant la main. « Votre fille a un talent naturel. Je n'ai fait que lui offrir l'opportunité de l'exercer. » Le dîner se déroula dans une ambiance étrangement agréable. Philippe se révéla être un invité charmant, attentif et drôle. Racontant des anecdotes de ses voyages autour du monde, Thomas, initialement méfiant, s'était détendu au point de bombarder Philippe de questions sur l'aéronautique et le monde des affaires. « Et comment avez-vous débuté dans l'industrie ?» demanda Marthe, en servant le dessert, une tarte aux pommes maison. « Avec mon ami Jacques », répondit Philippe, son regard glissant imperceptiblement vers Élodie. « Nous nous sommes rencontrés à HEC et avons eu cette idée folle de créer une compagnie aérienne différente. L'aéronautique nationale n'était au départ qu'une petite start-up avec 2 avions. »« Jacques Delorme ?» demanda innocemment Élodie, observant attentivement sa réaction. « J'ai vu une photo de vous deux dans un magazine. » Philippe se figea un instant, puis acquiesça lentement. « Oui, Jacques, c'était un homme extraordinaire, brillant, visionnaire. Était. Il est décédé il y a 20 ans, un accident d'avion. Son ton était neutre, mais une douleur ancienne vibrait sous la surface. Un silence s'installa, rompu par Marthe qui proposa un café, pendant qu'Élodie débarrassait la table avec Thomas. Philippe se leva et s'approcha du vieux piano. « Un bel instrument », commenta-t-il en effleurant les touches. « Il appartenait à ma grand-mère », expliqua Marthe. « Vous jouez, monsieur Carpentier. »« Un peu. » Jacques était le véritable musicien entre nous. Il s'assit sur le tabouret. « Ça vous dérangerait si... » « Je vous en prie. » Les premières notes s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis plus assurées, une mélodie douce, mélancolique, qui semblait raconter une histoire d'amour perdue et retrouvée. Dans la cuisine, Élodie se figea. La tasse de café suspendue dans l'air, cette mélodie, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Des images floues traversèrent son esprit, un salon lumineux, un homme souriant assis au piano, une petite fille sur ses genoux, qui riait tandis qu'il guidait ses doigts sur les touches. La tasse glissa et se brisa sur le carrelage, faisant sursauter tout le monde. « Élodie !» Thomas accourut. « Ça va ?» Elle fixait Philippe, le visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. Cette mélodie,
Comment la connaissez-vous ? Philippe arrêta de jouer, visiblement troublé. C'est une composition de Jacques. Il l'appelait « la berceuse de Manon » pour sa fille. « Manon » répéta Élodie dans un souffle, portant inconsciemment la main à son médaillon. Une douleur aiguë lui traversa les tempes, comme si quelque chose tentait de fracasser un mur dans son esprit. Excusez-moi. Elle se précipita vers la salle de bain. Fermant la porte derrière elle, appuyée contre le lavabo, Élodie fixa son reflet dans le miroir. Ses pupilles étaient dilatées, son souffle court, d'où venaient ses sensations. Ces bribes de souvenirs qui n'étaient pas les siens, un léger coup à la porte la fit sursauter. Élodie, c'était Philippe. Je vais y aller. Merci pour cette soirée. Quand elle revint dans le salon, il était déjà parti, laissant derrière lui une carte avec son numéro personnel et une phrase « Quand vous serez prête à parler, appelez-moi ». Le lendemain, samedi, Élodie se rendit à la Bibliothèque nationale, une impulsion qu'elle ne pouvait expliquer. Elle passa des heures à consulter de vieux articles sur l'accident de Jacques Delorme. Tragédie dans le ciel français, titrait Le Monde du 5 mai 2004, le cofondateur de l'aéronautique nationale et son épouse périssent dans un accident de jet privé. Leur fille de 8 ans, initialement portée disparue, aurait survécu selon des sources proches de l'enquête. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Elle était née en 1996, ce qui lui donnait 8 ans en 2004. Une coïncidence. Elle continua à chercher, trouvant finalement une photo de la famille Delorme lors d'un gala de charité, Jacques, son épouse Elisabeth, et entre eux, une petite fille aux yeux sombres et aux cheveux châtains. Élodie fixa la photo, hypnotisée. Cet enfant, quelque chose dans son sourire, dans la façon dont elle se tenait. Son téléphone vibra, interrompant sa contemplation. Un message de Philippe. « Rejoignez-moi à l'aéronautique nationale cet après-midi. Il est temps que vous voyiez quelque chose. » Le siège de l'aéronautique nationale était désert en ce samedi. Élodie suivit Philippe à travers les couloirs silencieux jusqu'à son bureau. Il déverrouilla la porte et l'invita à entrer. « Regardez autour de vous, » dit-il doucement. « Dites-moi si quelque chose vous semble familier. » Élodie parcourut la pièce du regard. Un bureau imposant, des bibliothèques, des photos au mur. Elle s'approcha de l'une d'elles, montrant 2 hommes jeunes devant un avion. Philippe et Jacques, souriants, confiants dans l'avenir. « C'était notre premier avion », expliqua Philippe. « Un petit Cessna que nous avions acheté d'occasion. Jacques voulait l'appeler « aile du cœur », mais le conseil d'administration a préféré quelque chose de plus commercial. Élodie toucha le cadre du bout des doigts, une étrange mélancolie l'envahissant, puis son regard fut attiré par un autre objet, un petit piano miniature en argent, posé sur une étagère. « C'était à lui », murmura-t-elle sans réfléchir. Philippe la regarda intensément. « Oui, comment le savez-vous » Élodie secoua la tête, confuse. « Je ne sais pas, c'est juste venu. » Elle continua son exploration, s'arrêtant devant une photo encadrée d'une femme blonde tenant une petite fille dans ses bras. « Elisabeth et Manon », dit-elle, encore une fois sans réfléchir. Philippe s'approcha doucement. « Élodie, il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que je soupçonne depuis notre première rencontre. » Mais avant qu'il puisse continuer, la porte s'ouvrit brusquement. Hélène Marceau se tenait dans l'encadrement, son visage se décomposant à la vue d'Élodie. « Que fait-elle ici ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Mademoiselle Morel était mon invitée ?» répondit froidement Philippe. « La question est plutôt « Que fais-tu ici un samedi ?» Hélène ignora la question, ses yeux rivés sur Élodie. « Tu n'as rien à faire ici. Tu as été licenciée pour vol. Vol dont je crois qu'elle a été injustement accusée, » intervint Philippe. « Par toi, Hélène. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Élodie, mal à l'aise, fit un pas vers la sortie. « Je devrais partir. »« Non, » dit fermement Philippe en lui prenant doucement le bras. « Vous avez autant le droit d'être ici que n'importe qui, en fait. Peut-être plus que quiconque. » Hélène blêmit. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Philippe fixa sa demi-sœur avec une intensité glaciale. « Je crois que tu le sais parfaitement. Nous en parlerons lundi, en présence des avocats. » Quand Hélène fut partie, Philippe se tourna vers Élodie. « Je suis désolée pour cette scène. Hélène et moi avons des différends professionnels. »« Ce n'est pas juste professionnel, » répondit Élodie, soudain certaine. « Elle me déteste. Je l'ai vu dans ses yeux. »« Mais pourquoi ?» Philippe hésita longuement. « Élodie, je pense que
que vous pourriez être. Mais Élodie n'écoutait plus. Son attention était captée par une photographie sur le bureau, partiellement cachée par d'autres documents. Une photo de Jacques portant autour du cou un médaillon identique au sien. D'une main tremblante, elle sortit son propre médaillon de sous son chemisier. Le tenant à côté de la photo, parfaitement identique. « Ce médaillon ?» balbutia-t-elle. « Comment est-ce possible ?» Philippe prit délicatement l'objet entre ses doigts. C'était celui de Jacques. Il le portait toujours. Je pensais qu'il avait été détruit dans l'accident. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les images affluaient maintenant. L'avion, les cris, une femme qui la serrait contre elle, et ce médaillon que son père lui avait passé autour du cou juste avant. « Je crois, » dit Philippe avec une douceur infinie, « que vous êtes Manon Charpentier, la fille de Jacques et Élisabeth Delorme, et je crois qu'Hélène vous a délibérément caché après l'accident, pour des raisons que nous devons encore découvrir. » Élodie le fixa, incapable de parler, tandis que 20 années de mensonges commençaient lentement à se fissurer autour d'elle. 5 jours s'étaient écoulés depuis cette confrontation au siège de l'aéronautique nationale, 5 jours durant lesquels Élodie avait évité les appels de Philippe. Incapable d'affronter ce qu'il avait suggéré, Manon Charpentier, ce nom résonnait dans son esprit comme une langue étrangère à la fois familière et totalement inconnue. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Thomas en posant une tasse de thé devant sa sœur. « Tu n'as presque pas parlé depuis samedi ?» Élodie fixait le vide. Le médaillon serré dans son poing. « Je ne sais plus qui je suis, Thomas. C'est comme si toute ma vie était un mensonge. C'est ridicule. Tu es Élodie Morel, ma sœur, la fille de maman. » Elle leva les yeux vers lui. « Suis-je vraiment votre sœur, votre fille ?» Thomas s'assit lentement face à elle, visiblement perturbé. « Qu'est-ce que tu racontes? Quand m'avez-vous adopté ?» Le visage de Thomas pâlit. Un silence lourd s'installa entre eux, brisé seulement par la respiration difficile de Marthe, qui dormait dans la chambre voisine. « Comment ?» commença Thomas. « Ce médaillon ?» murmura Élodie. Le montrant, il appartenait à Jacques Delorme. J'ai vu une photo de lui le portant. Et cette mélodie que Philippe a jouée, je la connaissais. Je l'ai entendue dans mes rêves pendant des années. Thomas baissa les yeux, vaincu. Papa et maman voulaient te le dire quand tu serais majeur. Puis papa est mort. Et maman, elle avait peur de te perdre. Me perdre. Elle t'aimait tellement, Élo. Nous t'aimions. Tu étais notre miracle. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. Qui suis-je, Thomas? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je ne sais pas exactement, avoua-t-il. J'avais 10 ans quand tu es arrivé. Tout ce que je sais, c'est qu'une femme élégante t'a amené chez nous. Tu étais muette, traumatisée. Tu ne parlais pas. Tu ne mangeais presque pas. Le médecin a dit que c'était un choc post-traumatique. Une femme élégante, répéta Élodie. Hélène Marceau. Je ne sais pas son nom. Maman pourrait te le dire. Comme en réponse à leurs paroles, un gémissement faible leur parvint de la chambre. Élodie se précipita, suivie de Thomas. Marthe était réveillée, mais quelque chose n'allait pas. Son teint était cireux, sa respiration laborieuse. « Maman !» Élodie saisit sa main. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Mon cœur !» murmura faiblement Marthe. « Appel, médecin ?» Les heures suivantes passèrent dans un brouillard d'angoisse. L'ambulance, les urgences, les médecins au visage grave, infarctus massif, pronostic réservé, assise dans la salle d'attente stérile, Élodie fixait le sol, engourdie par le choc. Thomas, à ses côtés, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Mademoiselle Morel, elle leva les yeux. Philippe Carpentier se tenait devant elle, le visage marqué par l'inquiétude. « Thomas m'a appelé », expliqua-t-il doucement. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de soutien. » Élodie acquiesça simplement, trop épuisée pour s'interroger sur cette étrange familiarité entre son frère et cet homme qu'il connaissait à peine. « Les médecins disent que c'est grave », intervint Thomas. « Ils ne sont pas très optimistes. » Philippe posa une main réconfortante sur l'épaule du jeune homme. « J'ai fait venir le professeur Leroy, un spécialiste en cardiologie. Il est en train d'examiner votre mère. » 2 heures plus tard, ils furent autorisés à entrer dans la chambre. Marthe semblait minuscule dans le lit d'hôpital, entourée de machines bipantes. Le professeur Leroy, un homme aux tempes grises et au regard bienveillant, les attendait. « Nous avons stabilisé son état », expliqua-t-il. « Mais je dois être honnête. Le cœur est très endommagé.
Les prochaines 48 heures seront décisives. Marthe ouvrit faiblement les yeux lorsqu'Élodie s'approcha. « Ma petite fille, » murmura-t-elle. « Je suis là, maman. Économise tes forces. » Mais Marthe agrippa sa main avec une force surprenante. « Non, je dois te dire, maman, s'il te plaît, tu mérites la vérité. » Chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Avant qu'il ne soit trop tard, Thomas et Philippe reculèrent discrètement, laissant mère et fille dans une intimité relative. Élodie s'assit au bord du lit, tenant toujours la main de Marthe. « Tu n'es pas venue à nous comme les autres enfants, » commença Marthe, sa voix à peine audible. « Tu avais 8 ans. C'était en mai 2004. Une femme très élégante est venue à la maison. Elle disait que tu étais orpheline, que tes parents étaient morts dans un accident. » Élodie sentit son cœur battre à tout rompre. Cette femme, comment s'appelait-elle? Marceau, Hélène Marceau. Elle a dit qu'elle était ta marraine, mais qu'elle ne pouvait pas s'occuper de toi. Elle nous a proposé de t'adopter, avec une somme d'argent conséquente. Nous n'en avions pas besoin. Mais elle a insisté. Comment étais-je? Les yeux de Marthe s'embuèrent. Brisée, ma chérie. Tu ne parlais pas. Tu ne mangeais presque pas. Tu faisais des cauchemars terribles. Le seul objet auquel tu t'accrochais était ce médaillon. Tu refusais qu'on te l'enlève, même pour te baigner. Élodie caressa doucement les cheveux de sa mère adoptive. Pourquoi ne m'avoir jamais rien dit? Elle nous a fait promettre de ne jamais te parler de ton passé. Elle disait que le choc avait été si violent que tes souvenirs s'étaient effacés et que les faire revenir pourrait te détruire. Marthe toussa faiblement. Je voulais te protéger. Pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner, maman. Tu m'as sauvée. Elle revenait chaque année en secret pour s'assurer que nous respections notre engagement. La dernière fois, c'était juste avant que tu ne rejoignes l'aéronautique nationale. Elle semblait soulagée que tu n'aies aucun souvenir. Un frisson parcourut l'échine d'Élodie. Elle savait qui j'étais tout ce temps. « Je suis tellement désolée, ma chérie, » murmura Marthe, des larmes coulant sur ses joues creusées. « J'aurais dû te dire la vérité. Tu avais le droit de savoir. »« Non, maman, tu as fait ce que tu pensais être juste. Tu m'as donné un foyer, une famille. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite Élodie. » Marthe sourit faiblement. « Même si ce n'est peut-être pas ton vrai nom, tu seras toujours ma fille. » Les moniteurs s'affolèrent soudain, émettant des bips stridents. Des infirmières se précipitèrent dans la chambre. Suivi du professeur Leroy, « Sortez, s'il vous plaît » ordonna-t-il, tandis que le personnel médical entourait le lit. Philippe entraîna doucement Élodie et Thomas hors de la chambre. Dans le couloir, ils attendirent, pétrifiés, écoutant les ordres criés et le bruit des défibrillateurs. 20 minutes plus tard, le professeur Leroy sortit, le visage grave. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Le monde d'Élodie s'écroula pour la seconde fois. Les jours suivant le décès de Marthe passèrent dans un brouillard de douleur. Philippe s'occupa de tous les arrangements pratiques. Permettant à Élodie et Thomas de se concentrer sur leur deuil, le petit cimetière de Montrouge était baigné d'une douce lumière automnale le jour de l'enterrement. Une cérémonie simple, à l'image de Marthe, quelques voisins, d'anciens collègues, et étrangement, plusieurs employés d'horizons nouveaux qu'Élodie connaissait à peine. Alors que les dernières personnes présentaient leurs condoléances, Élodie aperçut une silhouette familière qui observait la scène de loin. Hélène Marceau, dissimulée derrière de larges lunettes noires, une rage froide s'empara d'Élodie. Elle s'avança vers la femme qui avait orchestré tant de mensonges. « Comment osez-vous venir ici ?» siffla-t-elle en arrivant à sa hauteur. Hélène ne recula pas. « Je venais présenter mes respects. Marthe était une femme bien, une femme que vous avez manipulée, que vous avez forcée à mentir pendant des années. J'ai fait ce qui devait être fait. Pour qui? Pour moi ou pour vous ?» Un sourire froid étira les lèvres d'Hélène. « Tu ne sais rien, Élodie. Tu joues avec des forces qui te dépassent. Philippe te manipule, tout comme il a manipulé Jacques autrefois. Menteuse. Vraiment? Demande-lui pourquoi il était absent lors de l'accident. Demande-lui pourquoi il t'a cherché pendant 20 ans. Ce n'est pas par amitié pour ton père, crois-moi. » Philippe apparut soudain derrière Élodie. « Ça suffit, Hélène. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Au contraire, c'est le moment parfait. » Hélène fixa Élodie intensément. « Ce médaillon que tu portes, il contient bien plus que des souvenirs. Demande-toi pourquoi tout le monde le convoite. » Elle tourna les talons et s'éloigna, avant qu'Élodie ne puisse répondre. Philippe posa une main sur son épaule. «
Ne l'écoutez pas. Elle essaie de semer le doute. Élodie se dégagea brusquement. Est-ce vrai? Me manipulez-vous aussi? Non, je vous ai simplement... Simplement quoi? Offert un emploi par pure bonté d'âme, suivi mes faits et gestes pendant des semaines, devenu étrangement proche de mon frère. Philippe soupira profondément. Vous avez raison de vous méfier, mais je vous assure que mes intentions sont honorables. J'essaie de tenir une promesse faite à votre père. Quel genre de promesse? De vous protéger et de vous rendre ce qui vous appartient. Il hésita avant d'ajouter « Venez me voir demain à mon bureau. Je vous montrerai quelque chose qui pourrait répondre à vos questions. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Élodie contempla longuement son médaillon. Pour la première fois, elle l'examina vraiment, cherchant un mécanisme, une ouverture. Il semblait parfaitement lisse, sans défaut. Ce n'est qu'au petit matin, épuisée par l'insomnie, qu'elle remarqua une infime irrégularité sur la tranche. En appuyant légèrement, elle sentit quelque chose céder sous ses doigts. Mais avant qu'elle puisse explorer davantage, Thomas frappa à sa porte. « Hello, il y a quelqu'un pour toi. » Dans le salon se tenait un homme qu'elle n'avait jamais vu. Grand, l'air sévère, dans un costume impeccable. Mademoiselle Morel. Il lui tendit une carte. « Inspecteur Laurent, brigade financière. J'aurais quelques questions à vous poser concernant Philippe Carpentier et l'aéronautique nationale. » La brigade financière. Élodie fixait la carte de l'inspecteur, incrédule. « Je ne comprends pas. En quoi puis-je vous aider ?» Laurent consulta son carnet de notes. « Vous travaillez pour Horizon Nouveau, propriété de Monsieur Carpentier, n'est-ce pas ?»« Oui, mais je ne suis qu'une simple conseillère. Je n'ai accès à aucune information financière. Pourtant, Monsieur Carpentier semble avoir un intérêt particulier pour vous. » L'inspecteur la scruta avec intensité. Un emploi bien rémunéré, un appartement mis à disposition, des attentions personnelles. Thomas s'approcha, protecteur. « Ma sœur vient de perdre notre mère. Est-ce vraiment le moment ?»« Je comprends, et j'en suis désolée. » Laurent semblait sincère. « Mais nous enquêtons sur des mouvements financiers suspects chez Aéronautique Nationale. Des transferts importants vers des comptes offshore coïncidant avec votre arrivée chez Horizon Nouveau. » Élodie secoua la tête, confuse. « Je n'ai rien à voir avec ça. Peut-être pas consciemment. » Laurent sortit une photo de sa poche. « Reconnaissez-vous cet homme ?» La photo montrait Olivier Cazeneuve lors d'une conférence de presse. Élodie haussa les épaules. « Le ministre des Transports. Je l'ai vu aux informations. Saviez-vous qu'il était en contact régulier avec Hélène Marceau, la femme qui vous a fait licencier, et qu'il était présent lors de l'accident qui a coûté la vie à Jacques Delorme ?» Un frisson parcourut l'échine d'Élodie. « Non, je l'ignorais. Mademoiselle Morel, je pense que vous êtes au centre d'une affaire bien plus vaste que vous ne l'imaginez, si vous savez quoi que ce soit. »« Je ne sais rien !» s'exclama-t-elle frustrée. « J'essaie moi-même de comprendre ce qui se passe. » Laurent lui tendit sa carte. « Et si vous vous souvenez de quoi que ce soit, ou si Monsieur Carpentier vous contacte avec des demandes inhabituelles, appelez-moi. » Après son départ, Thomas se tourna vers sa sœur. « C'est quoi ce délire? Dans quoi t'es-tu embarqué ?» Élodie fixait le médaillon entre ses doigts. « Je crois qu'il est temps de découvrir la vérité. Je vais voir Philippe. » Le siège de l'aéronautique nationale était en effervescence lorsqu'Élodie arriva. Des employés discutaient avec animation, certains semblant inquiets. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à la réceptionniste. « La brigade financière. Ils ont débarqué ce matin, saisissant des documents. Interrogeant des cadres, on parle de malversation. Au 32e étage, Philippe l'attendait dans son bureau. L'air fatigué mais résolu. « J'imagine que vous avez eu la visite de l'inspecteur Laurent, » dit-il sans préambule. « Comment le savez-vous ? Parce que c'est Hélène qui a déclenché cette enquête. Une tactique de diversion. » Il désigna une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce que j'ai à vous montrer ne peut pas attendre. » Philippe verrouilla la porte, puis s'approcha d'un tableau représentant le premier avion de la compagnie. En le déplaçant, il révéla un petit coffre-fort encastré dans le mur. « Ce bureau était celui de votre père, » expliqua-t-il en manipulant la combinaison. Jacques y conservait ses documents les plus précieux, après sa mort. Personne n'a pu l'ouvrir. La combinaison est restée son secret. Alors comment comptez-vous ? Grâce à ceci. Philippe tendit la main. Puis-je voir votre médaillon ? Élodie hésita, se rappelant les avertissements d'Hélène.
mais quelque chose dans le regard de Philippe, une sincérité, une douleur ancienne, la poussa à lui faire confiance. Elle lui tendit le bijou. « Ce matin, j'ai découvert qu'il pouvait s'ouvrir, » dit-elle. « Il y a un mécanisme sur la tranche. » Philippe manipula délicatement l'objet, pressant le point qu'Élodie avait identifié. Le médaillon s'ouvrit en deux, révélant une minuscule clé dorée. « La clé du coffre-fort », murmura-t-il, ému. Jacques l'avait toujours sur lui. Quand l'avion s'est écrasé, il a dû vous la confier dans le médaillon. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne me souviens de rien. Le traumatisme a effacé vos souvenirs, mais quelque part, au fond de vous, vous saviez l'importance de ce médaillon. » Philippe inséra la petite clé dans une fente dissimulée du coffre-fort. Un déclic se fit entendre, et la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers, un petit carnet relié en cuir et une clé USB. « Mon Dieu !» souffla Philippe. Il avait tout prévu. Ils étalèrent le contenu sur le bureau. Le premier dossier contenait des documents officiels, certificat de naissance au nom de Manon Charpentier, photo de famille et un testament désignant Philippe comme tuteur légal en cas de décès des parents. Élodie contempla son véritable certificat de naissance. Troublée. « Manon, c'est donc bien moi. » Sans aucun doute. Philippe ouvrit le carnet. « C'est le journal intime de votre père, les dernières semaines avant l'accident. » Ils parcoururent les pages, découvrant les soupçons grandissants de Jacques concernant des sabotages mineurs sur son avion privé, ses inquiétudes au sujet d'Hélène, dont il avait remarqué l'obsession malsaine, ses conversations avec Olivier Cazeneuve, alors pilote de la compagnie, qu'il soupçonnait d'être complice. « Il savait qu'ils complotaient contre lui, » murmura Philippe, mais il n'imaginait pas jusqu'où ils iraient. La dernière entrée du journal, datée de la veille de l'accident, glaça leur sang. H devient de plus en plus audacieuse. Aujourd'hui, elle a suggéré qu'Elisabeth et moi partions en vacances, pour nous reposer. Offrant de s'occuper de Manon, quelque chose ne va pas, j'ai installé des micros dans mon bureau. Si mes soupçons se confirment, je remettrai les enregistrements à la police. Philippe revient de Tokyo dans 3 jours. Je lui confierai Manon en attendant que cette situation s'éclaircisse. Le médaillon contiendra la clé de tout. Littéralement, Philippe brancha la clé USB sur son ordinateur. Elle contenait plusieurs fichiers audio, datés des semaines précédant l'accident. Ils cliquèrent sur le dernier enregistrement. La voix d'Hélène résonna dans la pièce. « C'est notre chance, Olivier. Jacques prend son jet privé demain. Elisabeth sera avec lui. Et la petite, la voix d'Olivier, tendue. Elle reste avec moi. Jacques m'a désignée comme gardienne temporaire. Une fois qu'ils seront partis, je m'occuperai d'elle. Personne ne fera le lien avec nous. Ce sera un accident. Tu es sûr que les modifications sont indétectables. Certains, le système de navigation défaillira au-dessus des Alpes. Dans cette zone, le crash sera attribué aux conditions météo. » Un silence horrifié suivit l'arrêt de l'enregistrement. Élodie tremblait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Ils ont tué mes parents, » murmura-t-elle, délibérément. Et elle devait me garder ce jour-là. Philippe lui prit doucement la main. Jacques avait prévu de me confier ses preuves, mais je suis revenu trop tard. L'accident a eu lieu le lendemain de cet enregistrement. Comment ai-je survécu ? À la dernière minute, Elisabeth a décidé de vous emmener. Jacques m'a dit dans son dernier appel qu'il était soulagé que vous soyez avec eux, mais l'enquête a révélé que vous n'étiez pas à bord lors du crash. Élodie ferma les yeux, assaillie par des images fragmentées, un aéroport privé, sa mère qui l'embrassait avant de monter dans l'avion, son père qui lui confiait le médaillon, lui faisant promettre de le garder précieusement. « J'étais à l'aéroport, » murmura-t-elle. « Mais je ne suis pas montée dans l'avion. Quelqu'un m'a retenue. » Philippe acquiesça gravement. « Hélène était présente ce jour-là. Elle a dû vous intercepter avant l'embarquement, après le crash. Elle vous a fait passer pour disparue, puis vous a placé dans cette famille adoptive, loin de Paris, avec une nouvelle identité. » Élodie se leva brusquement, submergée par la colère et le chagrin. « Pourquoi ne pas simplement se débarrasser de moi aussi ? Plusieurs raisons possibles. Peut-être un reste d'humanité, ou plus probablement, elle craignait que votre disparition ne soulève trop de questions. » Philippe rassembla les documents. « Ce qui compte maintenant, c'est que nous avons les preuves. Qu'allons-nous en faire ? Les présenter au conseil d'administration ? Demain, une réunion extraordinaire est convoquée pour discuter des accusations de la brigade financière.
Le moment est parfait pour révéler la vérité. La porte du bureau s'ouvrit soudainement. Bertrand Leroy, le directeur financier, entra précipitamment. « Philippe, nous avons un problème. Hélène a convaincu la moitié du conseil de te suspendre de tes fonctions pendant l'enquête. Elle prétend avoir des preuves que tu as détourné des fonds pour... » Il s'interrompit en apercevant Élodie. « Oh, je suis désolé, je ne savais pas que tu étais en réunion. »« Ce n'est rien, Bertrand. Je te présente Élodie Morel. Ou devrais-je dire Manon Charpentier, la fille de Jacques. » Bertrand fixa Élodie. Stupéfait. « Mon Dieu, la ressemblance est frappante. Jacques serait... » Des bruits de pas dans le couloir l'interrompirent. L'inspecteur Laurent apparut à la porte, accompagné de 2 policiers. « Philippe Carpentier, » annonça-t-il formellement. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et falsification de documents. C'est ridicule, » protesta Philippe. « Ces accusations sont fabriquées par Hélène Marceau pour m'écarter. » Laurent s'avança, imperturbable. « Nous avons des preuves concrètes de transfert vers des comptes à votre nom. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que les policiers menottaient Philippe. Élodie se précipita vers l'inspecteur. « Vous faites une terrible erreur. Nous avons des preuves qu'Hélène Marceau et Olivier Cazeneuve ont assassiné mes parents il y a 20 ans. » Laurent la regarda avec confusion. « Vos parents? Je suis Manon Charpentier, la fille de Jacques et Élisabeth Delorme. Ces documents le prouvent. » Elle désigna les papiers étalés sur le bureau. « Et cette clé USB contient des enregistrements de leur complot. » L'inspecteur hésita, son regard passant d'Élodie au document, mais avant qu'il puisse réagir, une voix familière résonna depuis le couloir. Quelle performance théâtrale! Mademoiselle Morel, ou devrais-je dire, Mademoiselle Delorme. Hélène Marceau se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire glacial aux lèvres. Hélène s'avança dans la pièce avec l'assurance d'une prédatrice. Son tailleur impeccable et son maquillage parfait contrastaient avec l'état de tension qui régnait dans le bureau. « Inspecteur Laurent ?» dit-elle d'une voix mielleuse. « Ne vous laissez pas manipuler par ces accusations fantaisistes. Cette jeune femme est clairement sous l'influence de Philippe. » L'inspecteur semblait hésitant, son regard passant des documents sur le bureau à Philippe menotté. « Ces enregistrements, commença-t-il, peuvent facilement être falsifiés, » coupa Hélène. « Philippe est un homme aux abois, prêt à tout pour échapper à la justice. Quant à cette prétendue identité cachée, » elle eut un rire méprisant, une mise en scène pathétique. Élodie sentit la rage monter en elle. « Vraiment? Alors comment expliquez-vous ceci ?» Elle souleva ses cheveux, révélant la marque de naissance en forme de demi-lune. Et ce médaillon, identique à celui que portait Jacques Delorme. De simples coïncidences, balaya Hélène d'un geste de la main. « Inspecteur, nous perdons un temps précieux. Monsieur Carpentier doit être interrogé concernant les graves malversations financières qui... » « J'ai une meilleure idée, » intervint Bertrand, qui était resté silencieux jusqu'alors. Il sortit son téléphone. « Appelez le professeur Moreau. Il a suivi la famille Delorme pendant des générations. Il pourra authentifier la marque de naissance. » Une lueur de panique traversa le regard d'Hélène, si brève qu'elle aurait pu passer inaperçue pour quiconque ne l'observait pas attentivement. Élodie, cependant, la remarqua. « En attendant, » poursuivit-elle, saisissant l'occasion, « pourquoi ne pas écouter les enregistrements ? Votre voix y est parfaitement claire. Madame Marceau, ainsi que celle d'Olivier Cazeneuve, planifiant le meurtre de mes parents. » Laurent fronça les sourcils. « Meurtre. De quoi parle-t-elle ?» Philippe saisit l'opportunité. L'accident d'avion qui a tué Jacques et Élisabeth Delorme il y a 20 ans n'était pas un accident. Ces enregistrements prouvent qu'Hélène et l'actuel ministre des Transports ont sabotage l'appareil. Le visage d'Hélène se durcit. Des absurdités, inspecteur. Cet homme est prêt à tout pour détourner l'attention de ses crimes financiers. Il est innocent, insista Élodie. Hélène a fabriqué ses preuves pour l'écarter et l'empêcher de révéler la vérité. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Puis l'inspecteur fit un geste vers ses subordonnés. « Saisissez les documents et la clé USB. Nous analyserons tout cela au commissariat. Monsieur Carpentier, vous venez avec nous pour être interrogé, mademoiselle Morel. J'aimerais que vous m'accompagniez également pour faire une déposition formelle. » « Elle ne va nulle part, » intervint une nouvelle voix depuis le couloir. Olivier Cazeneuve entra dans le bureau, escorté par 2 hommes à l'allure officielle. La surprise se peignit sur le visage d'Hélène. « Olivier, que fais-tu ici ?» Ignorant sa question, le ministre s'adressa directement à l'inspecteur. « Cette affaire relève désormais de la sécurité nationale, inspecteur Laurent. Mes hommes prendront le relais. »« Je ne comprends pas, » balbutia Laurent. «
La brigade financière a juridiction sur... Plus maintenant, coupa Cazeneuve en tendant un document officiel, par ordre du ministère. Hélène s'approcha d'Olivier, visiblement soulagée. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Ces deux-là complotent pour nous. Tais-toi, Hélène, siffla Cazeneuve à voix basse. Tu as fait assez de dégâts comme ça. Pendant que l'inspecteur examinait le document avec confusion, Élodie remarqua un échange de regards entre Cazeneuve et l'un de ses hommes. Quelque chose n'allait pas. Prenez les documents, ordonna Cazeneuve à ses agents. Tout. Comprenant soudain la situation, Élodie agit d'instinct, d'un geste rapide. Elle arracha la clé USB de l'ordinateur et la glissa dans sa poche. Les événements s'enchaînèrent alors à une vitesse vertigineuse. L'un des agents de Cazeneuve tenta de la stopper, mais Bertrand s'interposa, créant une confusion momentanée. Philippe profita de la distraction pour se libérer partiellement de ses menottes, qu'il n'avait pas complètement fermées. « Élodie, courez !» cria-t-il. « Allez chez Thomas !» sans hésiter. Elle se précipita vers la sortie, bousculant Hélène au passage. Les cris et la confusion s'estompèrent, tandis qu'elle s'engouffrait dans l'escalier de secours, ignorant l'ascenseur trop risqué, le cœur battant. Élodie émergea dans une ruelle à l'arrière du bâtiment. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « N'utilise pas ton portable. Ils peuvent te tracer. Rendez-vous à l'endroit où papa nous emmenait le dimanche. Le parc des Buttes Chaumont, où Robert Morel les emmenait pique-niquer quand elle était enfant. 1 heure plus tard. Après avoir emprunté les transports en commun et changé plusieurs fois de ligne pour brouiller les pistes, Élodie retrouva Thomas près du temple de la Sibylle qui surplombait le lac artificiel. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il immédiatement. « J'ai reçu un message cryptique de Carpentier me disant de te retrouver ici et d'éviter notre appartement. » Élodie lui raconta tout en quelques phrases concises. Les documents, les enregistrements, l'arrestation de Philippe, l'intervention de Cazeneuve. « C'est de la folie !» murmura Thomas. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit mettre ces preuves en sécurité et trouver de l'aide. » Élodie réfléchit rapidement. Bertrand Leroy, le directeur financier, il était de notre côté. Et s'il a été arrêté aussi, alors il nous reste le professeur Moreau. Philippe l'a mentionné. C'est le médecin qui connaît le secret de ma marque de naissance. Ils se rendirent à un cybercafé anonyme où Thomas rechercha l'adresse du médecin. Le professeur Moreau, retraité, vivait maintenant dans une maison de Neuilly-sur-Seine. 2 heures plus tard, il sonnait à sa porte. Un homme âgé aux yeux vifs les accueillit avec curiosité, puis stupéfaction lorsqu'Élodie révéla sa marque de naissance. « Seigneur, » murmura-t-il, « c'est impossible. Manon Charpentier est morte il y a 20 ans. Non, professeur, je suis bien vivante, et j'ai besoin de votre aide pour prouver qui je suis. » À l'intérieur, ils lui expliquèrent la situation. Le vieil homme les écouta attentivement, son visage passant de l'incrédulité à la colère. « J'ai toujours eu des doutes sur cet accident, » admit-il. Jacques m'avait confié ses inquiétudes concernant Hélène. Mais jamais je n'aurais imaginé... Il secoua la tête. « Que puis-je faire pour vous aider ?»« Un test ADN, » répondit Élodie. « Avez-vous conservé des échantillons de mes parents ?»« Mieux que ça. » Le médecin se leva avec difficulté. « J'ai toujours gardé les dossiers médicaux complets de la famille Delorme, y compris un prélèvement sanguin de Manon lors de son dernier examen, quelques semaines avant l'accident. Pendant ce temps, dans une cellule d'interrogatoire, Philippe Carpentier faisait face à Olivier Cazeneuve. « Tes hommes ont échoué, » dit-il calmement. Élodie a les enregistrements. Cazeneuve eut un sourire froid. « Pour combien de temps ? La ville entière la recherche. Pourquoi es-tu venu en personne, Olivier ? Après 20 ans, tu as peur tout à coup ?» Le ministre se pencha en avant. « Ne joue pas au plus malin. Tu as toujours su, n'est-ce pas, que l'accident n'en était pas un. Je le soupçonnais. Mais je n'avais pas de preuves. Et maintenant ?» Cazeneuve eut un rire sans joie. « Une clé USB que tu prétends avoir trouvée miraculeusement après 2 décennies. Qui croira ça ? La vérité a toujours un moyen de remonter à la surface. » Cazeneuve se leva brusquement. « Tu ne comprends toujours pas. Philippe, ce n'était pas juste Hélène et moi. Nous avions des appuis, des protections. Pourquoi crois-tu que l'enquête originale a été étouffée si facilement ? De quoi parles-tu ? Jacques avait découvert quelque chose qui impliquait des gens très haut placés, des contrats militaires, des commissions occultes. Il allait tout révéler. » Cazeneuve se dirigea vers la porte. Il a fallu le faire taire. Alors c'était plus qu'une simple obsession d'Hélène. Philippe sentit un frisson le parcourir. « Vous l'avez utilisée. Elle était l'instrument parfait,
obsédée, déséquilibrée, prête à tout pour éliminer sa rivale. Cazeneuve s'arrêta à la porte. Et maintenant, elle devient un problème, tout comme toi. Si tu me touches, les enregistrements seront rendus publics. Je ne vais pas te toucher, Philippe. Le sourire de Cazeneuve s'élargit. Je vais simplement attendre. D'ici quelques heures, la fille de Jacques sera retrouvée. Et malheureusement, dans sa confusion mentale, elle se sera suicidée, laissant une lettre expliquant comment tu l'as manipulée pour accuser d'innocentes personnes. À l'autre bout de Paris, Hélène Marceau faisait les 100 pas dans son appartement luxueux. Tout s'effondrait. Le plan qu'elle avait méticuleusement élaboré pendant des années volait en éclats. Son téléphone sonna. Un numéro masqué. Hélène. La voix de Cazeneuve était tendue. « Nous avons un problème. »« Tu crois ?» siffla-t-elle. « Cette fichue gamine a la clé USB, tous nos enregistrements. » « Calme-toi. J'ai mis toutes les forces de police à sa recherche. Elle ne pourra pas se cacher longtemps. » « Et après, tu crois vraiment qu'on va s'en sortir ? » « J'ai un plan. » La voix de Cazeneuve se fit plus basse. « Retrouve-moi dans 1 heure au parking souterrain de la Défense. Niveau 3. » « Viens seule. » Hélène raccrocha, un mauvais pressentiment l'envahissant. Elle ouvrit son coffre-fort, en sortit un petit pistolet qu'elle glissa dans son sac. Dans la cuisine, elle se servit un verre de cognac pour calmer ses nerfs. Sur le réfrigérateur, maintenu par un aimant, une vieille photo la narguait. Jacques Delorme, souriant, avec sa parfaite petite famille. « Tu as gagné finalement », murmura-t-elle au visage souriant. « Ta précieuse fille est revenue d'entre les morts. » Avec un geste rageur, elle arracha la photo et la déchira en 1000 morceaux. Une pluie fine tombait sur Paris, nimbant la ville d'un halo grisâtre. Devant l'imposant immeuble de l'Aéronautique nationale, une foule de journalistes s'agglutinait malgré l'heure matinale. La rumeur d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration s'était répandue comme une traînée de poudre, amplifiée par l'arrestation puis la libération sous caution de Philippe Carpentier la veille. À l'intérieur, au 32e étage, la grande salle de conférence bourdonnait de conversations tendues. Les membres du conseil, des hommes et femmes d'affaires à l'expression grave, consultaient nerveusement leurs documents. Hélène Marceau, assise au bout de la table, affichait une assurance de façade qui masquait difficilement sa nervosité. « Où est Carpentier ?» demanda l'un des administrateurs en consultant sa montre. « Il est déjà 9h15. »« Sans doute en train de préparer ses valises ?» répondit Hélène avec un sourire forcé. « Quand on est accusé de détournement de fonds. » La porte s'ouvrit brusquement. Philippe entra, suivi de Bertrand Leroy et de leur avocat. Contre toute attente, il semblait serein, presque confiant. « Pardonnez mon retard, mesdames et messieurs, » dit Philippe en prenant place. « J'attendais des invités importants. » Hélène se raidit imperceptiblement. « Des invités. Cette réunion est strictement réservée aux membres du conseil et aux cadres dirigeants. » « Pas aujourd'hui, » répliqua Philippe. « Pas quand l'avenir même de cette entreprise est en jeu. » Il fit un signe vers la porte. L'inspecteur Laurent entra, accompagné de 2 officiers. Derrière eux, à la stupéfaction générale, apparurent Élodie et Thomas. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'indigna Hélène en se levant. « Cette femme n'a aucune raison d'être ici. Au contraire, » répondit calmement Philippe. « Mademoiselle Morel, ou devrais-je dire Mademoiselle Delorme, a tous les droits d'assister à cette réunion. En tant qu'unique héritière de Jacques Delorme, elle possède 34% des parts de cette entreprise. » Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Hélène pâlit visiblement. « C'est absurde. Manon Delorme est morte il y a 20 ans. » Philippe déposa un dossier sur la table. « Voici les résultats d'un test ADN réalisé hier par le professeur Moreau, ancien médecin de la famille Delorme. Il confirme sans l'ombre d'un doute qu'Élodie Morel est bien Manon Charpentier, fille de Jacques et Élisabeth Delorme. » L'avocat de Philippe distribua des copies du rapport aux membres du conseil. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. « Même si c'était vrai, » reprit Hélène d'une voix moins assurée, « cela ne change rien aux accusations de détournement de fonds qui pèsent contre toi. » « Monty, justement, parlons-en. » Philippe fit signe à l'inspecteur Laurent. « Inspecteur, voulez-vous expliquer ce que votre enquête a révélé ?» Laurent s'avança. « Nos analyses ont démontré que les documents incriminant M. Carpentier étaient des faux. Les transferts financiers suspects ont en réalité été effectués depuis le terminal de Madame Marceau.
Avec utilisation frauduleuse des codes d'accès de Monsieur Carpentier, Hélène se leva d'un bond. « C'est un mensonge. Vous n'avez aucune preuve. Au contraire, poursuivit l'inspecteur. Les logs de connexion sont formels. De plus, nous avons saisi ce matin sur votre ordinateur personnel les logiciels utilisés pour falsifier les documents financiers. » Le visage d'Hélène se décomposa. Son regard affolé balaya la salle, cherchant une issue, un soutien, n'importe quoi. « Mais ce n'est pas tout, » reprit Philippe. « Le plus grave reste à venir. » Il fit signe à Élodie, qui s'avança, malgré sa nervosité évidente. Elle dégageait une dignité et une détermination impressionnantes. Pour la première fois, la ressemblance avec Jacques Delorme était frappante pour tous ceux qui l'avaient connu. « Il y a 20 ans, commença-t-elle d'une voix claire, mes parents sont morts dans ce qu'on a appelé un accident d'avion, mais ce n'était pas un accident. » Elle inséra la clé USB dans l'ordinateur de la salle. Les voix d'Hélène et d'Olivier résonnèrent, planifiant froidement le sabotage de l'avion de Jacques. L'horreur se peignit sur les visages des membres du conseil quand l'enregistrement s'acheva. Hélène restait figée, comme pétrifiée. Puis, soudain, elle éclata d'un rire nerveux. « Vous pensez vraiment que ces enregistrements prouvent quoi que ce soit ? Ils pourraient facilement être truqués. Ma parole contre celle d'une prétendue orpheline et d'un homme acculé par la justice. Pas seulement la leur, » intervint une nouvelle voix. Olivier Cazeneuve se tenait dans l'encadrement de la porte, flanqué de 2 agents de la brigade criminelle. Son visage était celui d'un homme vaincu. « Olivier !» s'exclama Hélène, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Il s'avança dans la salle. « Je confirme l'authenticité de ces enregistrements. Hélène Marceau a planifié le meurtre de Jacques et Elisabeth Delorme. J'ai été son complice. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Hélène fixait Olivier comme si elle voyait un fantôme. « Tu me trahis, » murmura-t-elle. « Après tout ce qu'on a traversé ensemble. C'est fini, Hélène. Hier soir, tu as essayé de me tuer dans ce parking souterrain. Heureusement, j'étais prévenue et les policiers les tenaient déjà en place. » Hélène porta instinctivement la main à son sac. Mais l'inspecteur Laurent fut plus rapide. « Le pistolet a déjà été saisi, Madame Marceau. » Les yeux d'Hélène, désormais ceux d'une bête traquée, se posèrent sur Élodie. « Tout ça pour toi, cette petite fille insignifiante que Jacques adorait? J'aurais dû m'assurer que tu disparaisses complètement ce jour-là. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda Élodie, étrangement calme. Quelque chose vacilla dans le regard d'Hélène. « Tu pleurais? Tu me regardais avec ses yeux? Les mêmes que lui, je n'ai pas pu. » Elle eut un rire amer. « Faiblesse sentimentale. La seule de ma vie. Hélène Marceau, » annonça formellement l'inspecteur. « Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Jacques et Elisabeth Delorme, tentative de meurtre sur Olivier Cazeneuve, falsification de documents et complot. » Tandis que les policiers l'approchaient, Hélène se redressa, retrouvant une dernière fois sa posture altière. « Tu ne gagneras pas. Philippe, tu ne sais pas tout. Il y avait d'autres personnes impliquées, des gens puissants, ils ne te laisseront pas. »« Je sais, » coupa Philippe. « C'est pourquoi l'intégralité de ce conseil est filmée et diffusée en direct sur Internet. Trop de personnes sont désormais au courant pour que quiconque puisse étouffer l'affaire. » Le teint d'Hélène vira au gris. Une dernière fois, son regard croisa celui d'Élodie. « Tu lui ressembles tellement, il serait fier. » Puis, dans un geste désespéré, elle repoussa violemment l'inspecteur et se précipita vers la baie vitrée, avant que quiconque puisse réagir. Elle s'élança contre la vitre de toutes ses forces. Le verre de sécurité ne céda pas. Hélène s'écroula, sonnée. Les policiers l'immobilisèrent rapidement. Pendant qu'ils l'emmenaient, Élodie resta immobile, comme pétrifiée par cette ultime tentative désespérée. Philippe s'approcha doucement d'elle. « C'est fini, » murmura-t-il. Mais Élodie secoua la tête. « Non, ça ne fait que commencer. » Elle se tourna vers les membres du conseil, visiblement ébranlée par la scène. « Je m'appelle Manon Charpentier. J'ai perdu mes parents il y a 20 ans à cause d'un complot organisé au sein même de cette entreprise. Aujourd'hui, je viens réclamer mon héritage. Mais pas seulement les parts et l'argent. Je viens réclamer l'âme de cette compagnie. » Sa voix s'affermit, remplissant la pièce d'une autorité nouvelle. Jacques Delorme avait une vision. Il voulait que cette entreprise s'appelle « Aile du cœur », pas l'aéronautique nationale. Il voulait qu'elle incarne l'humanité, pas seulement le profit. Elle balaya l'assemblée du regard. « Je propose que nous honorions cette vision.
que nous rebaptisions l'entreprise, que nous en fassions un symbole de renaissance. Un à un, les membres du conseil commencèrent à acquiescer. Ce fut le doyen, un homme aux cheveux blancs qui avait connu Jacques, qui se leva le premier. « Pour ma part, je vote en faveur de la proposition de mademoiselle Charpentier. Jacques serait fier de voir sa fille reprendre le flambeau. » Quand Élodie sortit du bâtiment quelques heures plus tard, les journalistes se précipitèrent vers elle. Les questions fusèrent de toutes parts, mais elle n'entendait qu'une voix, celle qui résonnait depuis le plus profond de sa mémoire enfin libérée. « Tu y arriveras, Manon », semblait lui dire la voix de son père. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais. » Pour la première fois depuis 20 ans, Élodie, non, Manon, sentit un poids immense se détacher de ses épaules. Les souvenirs affluaient maintenant, non plus comme des cauchemars, mais comme des trésors retrouvés. 3 mois s'étaient écoulés depuis la tumultueuse réunion du conseil. L'automne parisien avait cédé la place à un hiver cristallin, et aujourd'hui, le soleil brillait dans un ciel d'un bleu parfait, idéal pour un jour d'inauguration. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'une animation inhabituelle. Un immense ruban rouge barrait l'entrée du terminal 1, où une foule élégante se pressait. Journalistes, dignitaires et employés attendaient avec impatience le début de la cérémonie. Élodie, ou plutôt Manon, car elle avait officiellement repris son nom de naissance, observait la scène depuis une salle privée. Dans son tailleur bleu nuit, elle incarnait à la fois la jeune femme déterminée qu'elle avait toujours été et l'héritière d'un empire qu'elle était redevenue. « Nerveuse ?» demanda Thomas en entrant dans la pièce. « Un peu », admit-elle avec un sourire. « C'est étrange. J'ai passé des années à servir dans les avions. Mais aujourd'hui, je lance ma propre compagnie aérienne. Pas n'importe laquelle, celle de ton père. » Manon hocha la tête, émue. Sur la table devant elle reposait le médaillon de Jacques, désormais complètement ouvert. La minuscule clé qui avait permis de déverrouiller le coffre-fort n'était pas la seule surprise qu'il contenait. Philippe frappa doucement à la porte entr'ouverte. « C'est l'heure, ils nous attendent. » Ensemble, ils descendirent vers l'esplanade. Les conversations s'éteignirent à leur arrivée, et tous les regards convergèrent vers eux, ou plus précisément, vers Manon. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle en prenant place devant le micro, « je vous remercie d'être venus si nombreux pour célébrer la renaissance d'un rêve. » Sa voix, d'abord hésitante, gagna rapidement en assurance. Il y a 20 ans, mon père, Jacques Delorme, avait une vision, créer une compagnie aérienne qui ne serait pas seulement un moyen de transport, mais un lien entre les peuples. Un symbole d'humanité. Il voulait l'appeler « Aile du cœur ». Elle fit une pause, laissant son regard parcourir la foule. Le destin en a décidé autrement. Mais aujourd'hui, nous honorons non seulement sa mémoire, mais sa vision. À partir d'aujourd'hui, l'aéronautique nationale n'existe plus. Bienvenue à Aile du cœur. Sur un signe de sa main, une immense bâche tomba, révélant le nouveau logo de la compagnie, des ailes élégantes formant un cœur stylisé. Les applaudissements retentirent, tandis qu'un A350 flambant neuf aux nouvelles couleurs de la compagnie taxiait majestueusement vers la position d'honneur. « Ce premier vol sera spécial », poursuivit Manon. « Il transportera non pas des passagers ordinaires, mais des enfants malades, qui n'ont jamais eu la chance de voler, accompagnés par nos équipes médicales. Destination : un séjour thérapeutique au soleil méditerranéen. » Les applaudissements redoublèrent. Les caméras capturaient chaque moment de cette métamorphose spectaculaire d'une entreprise autrefois symbole de froid professionnalisme en une compagnie à visage humain. La cérémonie terminée, Manon s'accorda un moment de calme dans le salon VIP, loin de l'effervescence médiatique. Philippe vint l'y rejoindre. « 2 coupes de champagne à la main, à la réussite d'Aile du cœur, » dit-il en lui tendant un verre. « À mon père, » corrigea doucement Manon, « et à ma mère. » Ils trinquèrent en silence, partageant une émotion que les mots ne pouvaient exprimer. « Aurais-tu imaginé tout cela il y a quelques mois ?» demanda Philippe, contemplant la vue sur les pistes où les avions arboraient désormais leurs nouvelles couleurs. « Jamais. » Manon toucha machinalement son médaillon. « Quand j'étais femme de ménage à Clermont-Ferrand, je regardais les avions décoller, en me demandant si je revolerais un jour. Et maintenant ? Maintenant, tu as accompli bien plus que reprendre ta place. Tu as transformé l'entreprise selon la vision originelle de Jacques.
Un léger silence s'installa, confortable, entre eux, puis Manon reprit la parole, sa voix empreinte d'une curiosité non dissimulée. « Tu ne m'as jamais dit comment tu as su qui j'étais. » Philippe sourit, le regard perdu dans ses souvenirs. C'était un ensemble de coïncidences. Ta ressemblance avec Jacques, d'abord, puis cette façon si particulière que tu as de replacer une mèche de cheveux derrière ton oreille, exactement comme lui, et quand j'ai aperçu la marque en 2001, mais tu aurais pu te tromper. Mon cœur savait. Il hésita. J'avais fait une promesse à ton père, sur son lit d'hôpital, alors qu'il luttait pour sa vie après l'accident. « Trouve ma fille », m'avait-il dit. « Protège-la, elle porte notre secret. » Manon sortit délicatement le médaillon et l'ouvrit complètement. La minuscule compartiment secret avait révélé, au-delà de la clé, une photographie en miniature. Jacques, Elisabeth et un jeune Philippe, tous trois souriant à l'objectif. Au dos, une inscription minuscule. « Pour ma fille, confie-toi à cet homme comme je me suis confiée à lui, ton parrain, ton gardien. Ton destin, mon parrain, murmura Manon. J'ignorais complètement que tu étais mon parrain. Jacques m'a fait cet honneur à ta naissance. Nous étions comme des frères, lui et moi. » Philippe eut un sourire mélancolique. « J'étais en voyage d'affaires à Tokyo quand l'accident est survenu. Je n'ai pas pu tenir ma promesse immédiatement. Tu l'as tenue maintenant, c'est ce qui compte. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Bertrand, qui semblait à la fois excité et nerveux. « Pardonnez-moi, mais tout est prêt pour la deuxième partie de la cérémonie. » Manon acquiesça, soudain tendue. Ce qui allait suivre était bien plus personnel. Bien plus symbolique que le lancement officiel de la compagnie, 1 heure plus tard, un petit jet privé s'élevait dans le ciel parisien. À son bord, seulement 3 passagers, Manon, Philippe et Thomas, leur destination, les Alpes françaises. Plus précisément le lieu où, 20 ans auparavant, l'avion de Jacques et Elisabeth s'était écrasé. Un mémorial y avait été érigé, simple et élégant, une plaque de marbre, 2 silhouettes stylisées aux ailes déployées, et une citation de Saint-Exupéry: « L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. » Philippe resta en retrait, tandis que Manon s'avançait, un bouquet de lys blanc à la main, les fleurs préférées de sa mère. Elle s'agenouilla devant la plaque, déposant délicatement les fleurs. « Je suis revenue, » murmura-t-elle. « J'ai retrouvé qui j'étais, et je vous promets de continuer ce que vous aviez commencé. » Thomas, qui n'avait jamais connu les véritables parents de celle qu'il considérait toujours comme sa sœur, observait la scène avec émotion. Ces derniers mois avaient été bouleversants pour lui aussi, découvrant que la famille qu'il croyait connaître était construite sur des secrets. Pourtant, leur lien restait intact, peut-être même renforcé par les épreuves traversées. Sur le chemin du retour, volant au-dessus des nuages dorés par le soleil couchant, Philippe rejoignit Manon qui contemplait le paysage. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À l'avenir. » Elle tourna vers lui un visage serein. « Pendant si longtemps, j'ai été hantée par des cauchemars dont je ne comprenais pas l'origine. Maintenant que je connais mon passé, je peux enfin me tourner vers l'avenir. Et quel avenir envisages-tu ? Un où l'héritage de mes parents sera honoré ? Un où la justice a été rendue, pas par vengeance mais par vérité. » Elle sourit. « Hélène et Olivier paieront pour leurs crimes, mais je ne veux pas que ma vie soit définie par leur trahison. » Philippe hocha la tête, admiratif. Jacques aurait été fier de cette sagesse. Dans le cockpit, le pilote annonça leur approche de Paris. La ville lumière scintillait dans la nuit naissante, comme un tapis d'étoiles terrestres. « Tu sais, » dit Manon en observant ce spectacle, « il y a une chose que je n'ai pas encore faite depuis que j'ai retrouvé mon identité. » « Laquelle ? Voler, vraiment voler, comme avant, sentir l'avion répondre à mes commandes. » Philippe sourit. « Tu étais pilote privé avant de devenir hôtesse. » « N'est-ce pas une autre passion héritée de Jacques ? » ?»« Oui, et j'aimerais la retrouver. Que dirais-tu de prendre les commandes maintenant ? Notre pilote est un vieil ami. Je suis sûre qu'il serait ravi de te laisser ramener ce jet à la maison. » Les yeux de Manon s'illuminèrent d'une joie pure. Celle d'un enfant retrouvant un jouet précieux longtemps perdu. Quelques minutes plus tard, elle prenait place dans le siège du pilote. Ses mains retrouvèrent naturellement leur position sur les commandes, comme si les 20 années écoulées n'avaient été qu'un battement de cils. « Aile du cœur jet privé à tour de contrôle Charles de Gaulle », annonça-t-elle dans la radio. « Demande autorisation d'atterrissage. » La réponse fut immédiate. « Tour de contrôle à aile du cœur.
Autorisation accordée. Bienvenue chez vous, mademoiselle Charpentier. Tandis que l'avion amorçait sa descente vers Paris, Manon sentit une présence apaisante l'envelopper, comme si ses parents volaient à ses côtés, guidant ses mains vers un atterrissage parfait. Le cercle était enfin complet. Ce qui avait commencé par une injuste accusation s'achevait par la restauration non seulement de son honneur, mais par la réalisation d'un destin que même la plus sinistre des conspirations n'avait pu détourner,